Bonsoir à tous, on se retrouve bien, pour une nouvelle rencontre au sein du CRIF Marseille-Provence en ce mardi 10 novembre. Alors, il est exactement 18 heures passées de 33 minutes, nous sommes pratiquement à l'heure, pour cette rencontre autour de la laïcité en 2020. Alors, autour de ce plateau virtuel, j'ai le plaisir de recevoir Khaled Bencher, bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi le plaisir de recevoir Pascal Bruckner, bonsoir Monsieur Bruckner. Bonsoir. Et Yanis Roder, bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Alors, je vais procéder au démarrage à une petite présentation de vous trois. Après, nos téléspectateurs, on va dire, via la plateforme Zoom, retransmis en direct sur Facebook et en live, pourront écouter l'entretien où je vous laisserai guider par nos questions. Alors, il y aura des questions pour vous trois ou des questions plus spécifiques à vous-même. Alors, on va démarrer. Alors, je vais commencer par Khaled Bencher. Khaled Bencher, bonsoir. Vous me dites si je me trompe dans les présentations. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Vous êtes directeur S-Sciences. Vous avez aussi suivi parallèlement une formation philosophique. Vous êtes islamologue. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un petit manuel pour un islam à la mesure des hommes que l'on retrouve chez Lattès. Vous produisez et animez l'émission Questions d'Islam sur France Culture et vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité. Yanis Roder, bonsoir. Donc, je le disais, vous êtes professeur agrégé d'histoire. Vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité. Vous enseignez en Seine-Saint-Denis depuis, je crois, une vingtaine d'années. Vous êtes responsable de formation au Mémorial de la Shoah. Vous êtes membre expert de la Fondation Jean Jaurès. Ça en fait beaucoup des titres. Et ensuite, vous êtes à l'origine du projet Interclasse. On vous doit, vous aussi, pas mal de livres, dont Tableau noir, la défaite de l'école, Allons enfants, la République vous appelle, et votre dernier livre qui est sorti chez Odile Jacob en 2020 est Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche des génocides et des crimes de masse. Et enfin, Pascal Bruckner, vous êtes romancier, vous êtes essayiste. On vous a découvert à la fin des années 70 avec l'apparition de deux ouvrages élaborés avec le philosophe Alain Finkielkraut, Le nouveau désordre amoureux, et Au coin de la rue L'Aventure. Vous avez enseigné à l'université de San Diego, à la New York University, à l'IEP de Paris. Vous collaborez avec différents journaux comme le Nouvel Obs, Le Monde, Causeur. Vous avez été élu en février 2020 à l'Académie des Goncourt. Côté romance, on en parlait hors antenne, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes l'auteur de Lune de Fiel, qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski. Votre dernier livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire, on le retrouve chez Grasset. Alors, pourquoi je donne tous ces livres? D'abord, pour un minimum de respect. Puis, en cette période de confinement, je pense qu'on peut faire des click and collect et puis essayer de lire un petit peu tous les livres qui paraissent de nos invités. Alors, messieurs, ce soir, on le disait, le débat sur la laïcité en 2020. Si on se réfère, je dirais, si on devait dresser un tableau à court terme, alors le tableau ne serait évidemment pas bien rose. Alors, il y a quand même quelques semaines entre le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, le procès des attentats de janvier 2015 qui se sont poursuivis, qui ont démarré fin septembre, sous tension, qui là sont un petit peu entre parenthèses pour cause de Covid, avec une première attaque islamiste à la rue Nicolas Appert, le meurtre sauvage du professeur Samuel Paty et tout ce qui s'est passé après, notamment les attentats de Nice, on va dire, au niveau de la basilique de Notre-Dame. On dit que la France est en état de choc. Elle est en état de choc. Alors, si on devait revenir sur ce thème, sur la laïcité, c'est quand même une loi de 1905. Alors, j'aimerais que vous en parliez chacun à tour de rôle, mais elle est devenue quoi, cette loi? Pourquoi est-ce que en 2020, elle crée autant de conflits, autant de débats? Alors, je ne sais pas qui de vous voudrait prendre la parole en premier. Vous m'entendez? C'est vous qui décidez. Alors, on va commencer avec vous, Yanis Roder. Ah, flûte, j'aurais bien fait de me taire. Non, vous savez pourquoi? Parce que quand même, vous êtes professeur et moi, bon, ça me fait plaisir de passer de l'autre côté de la barrière.
Alors, est-ce que c'est la loi en réalité de 1905 qui pose autant de débats, pour reprendre vos propos, ou est-ce que c'est une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de ce que nous dit la loi de 1905? Et au-delà de la loi de 1905, est-ce que ce n'est pas une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité? Moi, je ne suis pas sûr que la loi de 1905, qui, je le rappelle, est une loi d'apaisement en réalité, qui est une loi qui n'est pas une loi, donc une loi qui a été, on va dire une loi du juste milieu, hein, qui a veillé à justement apaiser les relations et justement tout ce qui tournait autour de cette séparation des églises et de l'État. Donc, une loi d'apaisement et qui, à mon avis, n'est pas remise en cause aujourd'hui, ne semble pas remise en cause. En revanche, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la laïcité. Et pourquoi je n'ai pas de réponse globale à la question. Néanmoins, je crois que la laïcité, d'abord deux choses. Je crois que la laïcité est trop souvent vue dans un aspect négatif. C'est-à-dire que, moi je suis enseignant, vous l'avez rappelé, trop souvent, la laïcité est vue comme une question relevant des interdits, de l'interdit de porter des signes religieux dits ostentatoires, de l'interdit de faire ceci ou de faire cela, au sein notamment de l'école publique, mais aussi, par exemple, de la fonction publique. Au lieu de voir la laïcité comme d'abord une liberté et assurant la liberté de conscience. Donc je crois qu'il y a de la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion. Donc je crois qu'il y a plutôt qu'un problème avec la loi de 1905, je crois qu'il y a un problème de compréhension de ce qu'est profondément la laïcité, qui ne se limite pas à la liberté de conscience, mais je laisse la parole et nous irons, je crois, plus loin après. Oui, Khaled Bencher. Alors, pardonnez-moi, cher Karine Benarous, de revenir sur un point qui est la loi de séparation, celle du 9 décembre 1905, n'est pas une loi de laïcité, c'est une loi, comme son nom l'indique, de séparation. En revanche, la laïcité, comme un acquis de la modernité, comme une conquête de l'esprit humain, comme une volonté de séparer les deux ordres, l'ordre temporel de l'ordre spirituel, a une histoire ou une proto-histoire qui remonte à bien avant. Comme de nos jours, il y a une telle confusion mentale, un fatras idéal autour de la laïcité, je n'ai pas la prétention de vous donner la bonne définition. Je vous donne la mienne, tout simplement, et qui reste soumise au débat et qui est révisable. D'abord, pour ma part, je dis bien d'abord, donc il y a une suite, c'est un principe, et un principe juridique. Et un principe juridique n'a pas d'épaisseur idéologique, n'a pas de densité doctrinale, il n'a qu'à s'appliquer. J'aime paraphraser Aristide Briand quand il dit, je l'ai un peu adapté à ma petite sauce, vous me pardonnerez, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et j'ajoute, c'est la loi qui prime la foi. Deuxièmement, une fois que j'ai dit ça, et je rejoins tout à fait Yanis, lorsqu'il dit que c'est aussi une loi qui consacre les libertés fondamentales, et notamment la liberté de conscience. Croire, ne pas croire, pouvoir changer de croyance, ça c'est quelque chose de la plus haute importance, et aussi les corollaires de cette liberté première qui est la liberté de conscience, donc la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Et une fois que j'ai dit ça, nous ne pouvons pas rester uniquement et exclusivement dans le domaine juridique. Il y a aussi ce que j'appelle la psychosociologie ou une psyché collective. Il se trouve que dans la psyché collective de nos jours, il y a une ébullition véritable, aggravée par des attaques terroristes, bien entendu, et vous l'avez rappelé, notre nation est convalescente, est résiliente, traumatisée, et elle subit en plus de la crise sanitaire et la crise sociale une crise sécuritaire. Et donc, cette psyché collective
nous avons tendance à l'oublier parce que nous ne l'avons connu que d'une manière livresque, rappelle ce qui a pu se passer aux alentours de 1905. Des conflits terribles, des confrontations, une réelle véhémence dans les propos, voire un pugilat entre une partie de la France dite cléricale et la partie anticléricale. Nous pouvons parler jusqu'à demain matin sur ce qui a pu se passer. Il se trouve que ça s'est apaisé avec le temps et notre société est travaillée par de forts courants de sécularisation. De nos jours, ça surgit et nous savons pourquoi. Ce ressurgissement du débat sur la laïcité, il nous incombe, avec des débats tels que ceux-là, de l'apaiser, de le rendre intelligible et de laisser, après les émotions, les sidérations, les révoltes, l'indignation suite aux attaques terroristes, de laisser place au débat pour sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Pascal Bruckner. Oui, alors je ne vais rien dire de très original par rapport aux deux premières interventions. Simplement, on confond souvent laïcité et athéisme, notamment dans les pays anglo-saxons ou dans certains pays du monde arabo-musulman, alors qu'effectivement c'est un contresens, puisque la loi de 1905 consistait à aménager la coexistence pacifique des religions. À l'époque, il n'y en avait que trois: le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Et les catholiques et protestants sortaient de siècles de guerres civiles abominables qui avaient failli mettre l'Europe tout entière à genoux. Donc, il ne faut pas oublier aussi ce contexte de violence. Et la loi de 1905 réaffirme aussi la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne privilégie aucun culte et c'est la raison pour laquelle il n'en finance aucun. Et le texte de la loi de 1905 est d'ailleurs lui-même un texte assez touffu, assez compliqué, qui remplit plusieurs volumes. Et donc, l'exégèse de la loi de 1905 pourrait donner lieu à des interprétations à peu près aussi complexes que l'exégèse talmudique, parce qu'on peut effectivement tirer tel ou tel article dans tel sens ou dans tel autre. Simplement, aujourd'hui, laïcité est devenue synonyme de français. C'est-à-dire que là où les pays anglo-saxons, par exemple, ou les autres pays d'Europe parlent de sécularisation, nous parlons de laïcité, et c'est un terme qui est connoté très négativement, notamment aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne, où on nous accuse d'intervenir de façon autoritaire, tel un léviathan dictatorial, dans la conduite des gens. Et on sait très bien que les deux lois qui ont fait problème dans le domaine religieux, c'est donc la loi de 2004 votée par Luc Ferry et Xavier Darcos sous la présidence de Jacques Chirac, donc qui interdit les signes religieux à l'école. En réalité, c'est surtout une loi qui interdit le voile islamique. Et puis la loi de 2010 sur la burqa, qui est l'objet de litiges permanents, puisque le New York Times avait titré à l'époque que la France ne valait guère mieux que l'Afghanistan et l'Arabie saoudite en matière d'intolérance. Et c'est autour de l'interprétation de ces deux lois que continuent à se multiplier des litiges, des disputes, des attaques contre notre pays. Et finalement, de façon assez curieuse, laïcité est devenue synonyme de mode de vie français. Et il me semble que l'un des résultats de l'apaisement entre la République et l'Église catholique, parce qu'au fond, ça a été ça, les deux protagonistes d'origine, ça a été, une des conséquences a été la discrétion du fait religieux. Et je crois que c'est là la grande différence de la France avec le reste peut-être de l'Europe, c'est qu'au fond, on n'affiche pas sa religion en public, on la garde pour soi. Et c'est vrai que l'on voit très peu de curés en soutane. La discussion sur les soutanes a été une grande discussion en 1905 entre les députés. Et donc, l'idée que l'on puisse afficher ses croyances religieuses en public à travers le voile, par exemple, ou certaines tenues, est quelque chose qui choque les Français, parce que pour nous, l'espace public, c'est plutôt un espace d'égalité entre
entre les sexes, c'est un espace de reconnaissance entre les personnes, mais l'idée que dans l'espace public, on doit montrer sa religion est une idée qui choque spontanément les Français, alors que pour les anglo-saxons, c'est quelque chose d'absolument naturel. Donc, voilà peut-être ce que j'aurais à dire sur la laïcité. Alors, messieurs, là, on a parlé de principe. Ça paraît très clair hein, quand vous l'expliquez, vous trois, quand vous nous l'expliquez. Mais alors, en 2020, pourquoi je vous demande que reste-t-il de la laïcité? On sait qu'il y a des tonnes de débats et des débats épidermiques sur cette laïcité. Et je vais vous donner un exemple concret pour qu'on puisse avancer dans le débat. Comment réagir quand il y a des groupes qui prennent de plus en plus de poids, il faut le dire, qui sont qualifiés de groupes indigénistes et qui se basent sur un combat, entre guillemets, antiraciste pour justement, eh bien, et qui en réalité a un contre-effet, massacre la laïcité. Comment vous réagissez face à ça? Parce que le problème, c'est que ces mouvements, ce sont les mouvements indigénistes, on les écoute beaucoup, ils ont quand même leur public, et c'est un discours qui dévoie un petit peu tout ça. Messieurs, alors peut-être Pascal Bruckner, vous voulez répondre en premier? Oui, alors, puisque vous abordez le sujet, j'ai consacré un livre sur ce thème. Donc, on a réinventé le mot islamophobie, qui est en réalité un mot très ancien qui date de l'Empire colonial français et qui consistait à l'époque à dire que la France devait favoriser en Afrique noire les musulmans au détriment des chrétiens et des animistes, parce que les musulmans étaient alors les meilleurs alliés de l'Empire, et qu'ils introduisaient de la raison et de l'égalité dans un monde animiste que les administrateurs coloniaux jugeaient arriéré. Aujourd'hui, le mot a été réutilisé après la révolution romainiste, et notamment par certains groupes islamistes britanniques, pour faire de la critique de la religion musulmane une offense raciste, et d'essayer de mettre ça sur le même plan que l'antisémitisme ou le racisme classique. Et effectivement, c'est une notion qui, pour moi, est problématique, parce que je crois que la liberté de critiquer une religion est absolue. En démocratie, on a le droit de contester les dogmes. D'abord, on a le droit de ne pas aimer les religions, quelles qu'elles soient, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam ou autre. On n'est pas obligé du tout d'adhérer au message religieux des grands monothéismes. Et puis, on a le droit de les critiquer. Et en France, cette critique est allée jusqu'à la moquerie, jusqu'à la caricature, jusqu'à la satire, de très mauvais goût, ça je l'avoue totalement, mais cette satire fait partie du trésor national. Alors, je crois qu'il faut faire une distinction très simple quand on parle d'islamophobie. La critique de la religion, des religions, est un droit démocratique. La persécution des croyants est un délit ou un crime. Et à partir de ce moment-là, donc on a une différence qui est très claire. La liberté de culte est assurée. Toutes les foi ont le droit d'avoir leur temple, leur lieu de culte, mais on a quand même la possibilité aussi de s'éloigner des dogmes, ou en tout cas de juger qu'ils relèvent de la fiction plus que de la raison. Et donc, ça ouvre aussi sur un autre problème qui est celui qu'a évoqué, je crois, tout à l'heure Yanis Roder et Ghaleb Bencher, c'est celui de l'apostasie, c'est-à-dire le droit de renier sa religion d'origine et d'en embrasser une autre, ou tout simplement le droit à l'indifférence religieuse. On a le droit, effectivement, de s'écarter de la religion de ses parents, de ne plus la suivre, sans être pour autant banni ou sans être pour autant menacé. Et le crime d'apostasie, je crois, fait encore problème aujourd'hui dans l'islam de France, et c'est effectivement quelque chose pour lequel les Français ont beaucoup de mal à comprendre. Ghaleb Bencher, votre regard justement sur ces mouvements, je le disais, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, vous effectuez un énorme travail en son sein sur la laïcité, sur beaucoup de choses. Quel est votre regard, vous, sur le discours de ces mouvements? Alors, chère Karine, je ne voudrais pas donner l'air de me défausser et de ne pas répondre à votre question, mais si vous permettez, je voudrais revenir sur la notion de l'apostasie et sur deux ou trois idées fondamentales émises par Pascal Bruckner. Ce n'est pas à l'homme qui s'était égosillé à faire savoir que criminaliser l'apostasie est en soi criminel de ne pas souscrire
à cette idée que le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer contraindre par la coercition, par la menace ou par la violence, ou par la terreur ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? Je rappelle toujours la boutade classique de celui à qui on a dit « Est-ce que tu aimes ta mère ou ta belle-mère » Il a dit « Ma belle-mère, évidemment, mais ce qu'il y a dans mon cœur restera dans mon cœur. » Donc, c'est combien même on aurait imposé un dogme, une conviction, une religion à quelqu'un, s'il n'y adhère pas, on ne peut pas l'obliger. On peut contraindre les corps, mais jamais les cœurs. Donc, c'est une anomalie, c'est un point aveugle, c'est un scotum, comme disent les ophtalmologistes, de la pensée théologique islamique de nos jours, que ce soit en France ou un peu partout de par le monde. Heureusement qu'en France, le ciel étant un peu plus clément au-dessus de notre tête, nous le disons, et encore une fois, nous nous sommes égosillés à le faire savoir, et je continue à le dire. Et malheureusement, je vais rapidement, ça va être un peu le catalogue, et après je répondrai à votre question. La notion de la laïcité n'étant pas comprise dans les espaces ou les contextes islamiques, je préfère plutôt parler comme ça que de dire les pays arabo-musulmans. Oui, c'est vrai, parce que dans un premier temps, et surtout au début du siècle écoulé, c'était un problème d'ordre sémantique. Dans un premier temps, on n'a pas su trouver l'équivalent de laïcité dans les langues véhiculaires de la pensée théologique islamique, l'arabe, l'ourdou, le turc, le persan, etc. Et on l'avait même traduit par quelques barbarismes ou quelques néologismes qui n'avaient pas de sens et nous n'avons pas le temps de les passer en revue. Et certains, probablement de mauvaise foi, ou l'ayant compris naïvement s'ils étaient de bonne foi, que c'était un système de gouvernement pourvoyeur de l'athéisme, c'était ce qui gouvernait sans foi ni loi. En revanche, ceux qui l'avaient compris, et notamment Ali Abdelazir qui a écrit en 1925 son ouvrage « L'islam et les fondements du pouvoir », lui a compris son intérêt et un an après l'abolition du califat, s'était réjoui de cette affaire. Et je cite, et j'aurais arrêté là une première réponse, c'est que les oulémas, terme générique qui veut dire savant, docteur de la loi, notamment algériens, mais pas uniquement, avaient compris l'intérêt de la loi de séparation, tenaient et avaient plaidé auprès du Conseil d'État pour que la loi de séparation fût appliquée notamment dans les départements d'outre-Méditerranée. Et ils étaient dégoûtés, donc le refus n'est pas venu du côté qu'on pense, mais plutôt du côté du Conseil d'État. Ça fait partie aussi des terribles méfaits du colonialisme lorsque la loi n'est pas appliquée de part et d'autre en métropole ou ailleurs. Et lorsque Pascal Bruckner dit dans son raison pour la métropole, il y avait la présence du protestantisme, du catholicisme et du judaïsme, la présence de l'islam était dans l'Empire et l'Empire, le second empire d'abord puis l'empire colonial, était une puissance démographique, sur le plan démographique, une puissance musulmane. Dernier point, c'est à propos de l'islamophobie. De grâce, et je vous le dis ici, comme je l'ai dit ailleurs, et je m'égosillerai toujours à le dire. Bienvenue à la critique. La critique, lorsqu'elle est académique, elle est bénéfique. Lorsqu'elle est populaire, elle est salutaire. La critique est nécessaire pour la simple raison que toute doctrine, toute philosophie, toute idéologie, toute théologie qui fuit le débat, qui ne s'affirme pas dans les arguments rationnels, qui esquive le choc des idées, qui élude les questions épineuses, finissent par être une idéologie, philosophie, doctrine, théologie qui s'atrophie, qui se vulnérabilise et qui ne leur reste plus que le fanatisme et la terreur pour pouvoir subsister quelques instants. Donc, quand Salman Rushdie, à juste raison, dit on a créé un mot pour laisser les aveugles aveugles ou pour rendre les aveugles aveugles, s'il s'agit de ne pas critiquer la théologie islamique, il a tout à fait raison. Et donc c'est pour ça que je fais partie de ceux qui n'utilisent pas le mot islamophobie. En revanche, je suis de ceux qui parlent de misislamie, du grec misos,
haine, un peu à la manière maintenant d'Alice Coffin ou de Pauline Armange, qui passe de l'androphobie à la misandrie. Eh bien, mutatis mutandis, on est dans la même situation. On peut avoir peur de l'islam étymologiquement quand on voit l'épouvante et la terreur qui s'abattent en son nom. En revanche, la haine, la détestation et l'hostilité affichée à l'encontre, cette fois-ci, des hommes et des femmes qui professent la religion islamique relève d'un autre néologisme qui est celui de la mise-islamie. Maintenant, à propos des indigénistes, j'ai toujours dit, ce ne sont pas des mots convenus, c'est pas de la naïveté mièvre pour dire le vivre ensemble, etc. Moi, j'y crois pas. Nous sommes ensemble, mais nous sommes dans la défiance et dans la méfiance, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une société humaine, une mosaïque vivante au sein de laquelle il y a synergie, il y a osmose, il y a symbiose. Et donc, ce qui ajoute à la fracturation déjà que nous avons et qui ajoute à la fragmentation que nous subissons, que ce soit de la part des indigénistes, et ce n'est pas un discours responsable, aussi ceux qui sévissent sur certains réseaux sociaux ou sur certains plateaux de télévision, cela ne rend pas service à notre nation qui est en devenir et qui aura un avenir. Et il nous incombe à nous de faire en sorte que cet avenir soit radieux. Yanis Roder. Alors, sur la question de l'antiracisme indigéniste, le mieux placé, je crois, pour répondre, c'est Pascal Bruckner qui vient de sortir un livre, hein, notamment sur cette question, que je vous invite à lire. Je voudrais quand même dire quelque chose sur on va dire, la profondeur de la question. C'est-à-dire, quel est le discours? Quel est le discours indigéniste? Quel est le discours qui se présente comme antiraciste? Un discours qui se veut un discours postcolonial, avec l'idée que aujourd'hui, les populations qui sont issues de l'ancien empire français, dont les ancêtres ont vécu en situation coloniale, resteraient elles-mêmes en situation de coloniser. Et en fait, je crois voir dans cette analyse des choses une question liée à la place, notamment prise par la mémoire de la Shoah dans l'espace mémoriel global. Je veux dire par là que la mémoire de la Shoah a envahi l'espace. J'ai pour habitude de dire que cette mémoire de la Shoah est omniprésente. Il n'y a pas une semaine sans que vous ayez une émission de radio, un film, un livre, sans parler de Arte ou de France Culture, qui n'aborde la question de la Shoah et plus largement du nazisme. Ce qui fait que quand des gens se considèrent, légitimement ou pas, ce n'est pas ma question, mais se considèrent comme victimes, eh bien, certains ou certaines personnes peuvent se sentir, du moins avoir l'idée que eh bien, la mémoire serait une espèce de tunnel obstrué par l'omniprésence de la mémoire juive de la Shoah. Et il s'agirait donc de trouver une place dans cette mémoire, dans une concurrence, non pas mémorielle en réalité, mais dans une concurrence victimaire, puisqu'il s'agit d'avoir une posture victimaire, le discours indigéniste est un discours victimaire, avec l'idée que se poser, l'idée en s'appuyant sur le précédent, on va dire, le précédent juif tel que ces gens le voient, l'idée ce serait de se poser en victime parce que pour certains, être victime, c'est un statut social, que ce statut social conférerait des droits, avec l'idée que avoir ce statut, posséder ce statut, donnerait des droits particuliers peut-être, qui viseraient finalement à fracturer la société française. Et ce discours indigéniste antiraciste qui se présente comme antiracisme politique. Il dit que c'est un antiracisme politique, quand l'antiracisme que nous connaissons tous universaliste, que nous appellerons universaliste,
ces gens le conçoivent comme un antiracisme moral, avec tout l'aspect péjoratif qu'on peut trouver dans le terme moral au sens moralisant, c'est-à-dire qui n'est fait que de paroles, de belles paroles, mais qui en acte ne résout absolument rien. Donc voilà moi ce que je vois en partie dans le discours indigéniste antiraciste. Alors justement, Yanis Roder, puisque vous êtes professeur, donc je le disais, ça fait une vingtaine d'années, et vous enseignez pas dans des quartiers difficiles, faciles, puisque vous enseignez en Seine-Saint-Denis. Cette question justement entre guillemets, de concurrence de la mémoire, etc., de la mémoire de la Shoah, vous-même, vous l'enseignez à l'école, puisque je vois que vous êtes même intervenant au sein du mémorial de la Shoah. Alors on ne va pas se cacher, ça fait plusieurs années que c'est parfois dans certains établissements, c'est un discours qui ne passe pas. C'est un discours où on dit encore les juifs et pourquoi eux, etc. Comment vous, au niveau de l'éducation, vous arrivez justement à faire un petit peu changer les clivages, les idées des élèves avec beaucoup de persuasion, je crois, et beaucoup de pédagogie? Écoutez, l'avantage que j'ai de travailler à Saint-Denis depuis 20 ans, c'est que je peux adapter ma pédagogie au terrain. C'est-à-dire que je parle à partir de choses que je vois, que je constate et qui me font réfléchir. Mes élèves me font réfléchir tous les jours. En réalité, c'est, je crois, une chance très importante. Et nous en parlions d'ailleurs encore hier avec Khaled Benchek. Donc, mes élèves me font réfléchir et ils m'ont fait réfléchir à une chose. Je me suis rendu compte que aborder l'histoire de la Shoah en entrant par les victimes, c'est-à-dire par les Juifs, avec l'idée que nous allions émouvoir, avec l'idée que nous allions, il y a 20 ans par exemple, choquer, provoquer une émotion, et que cette émotion, par définition, allait entraîner une empathie. Eh bien, je me suis rendu compte que tout cela s'effondrait comme un château de cartes, et donc j'ai changé, si vous voulez, j'ai changé de prisme et je me suis dit qu'il fallait rentrer dans cette histoire par l'histoire des bourreaux, c'est-à-dire par l'histoire de ceux qui ont été les moteurs de cette histoire, donc les nazis. Et à commencer par l'idée qu'il fallait faire comprendre à mes élèves quelle était la manière dont les nazis envisageaient le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que penser le monde en Asie, non pas pour qu'ils pensent le monde en Asie, vous vous doutez bien, mais pour donner des clés de lecture et de compréhension des politiques que mènent les nazis. Travailler sur la vision du monde nazi, on pourrait dire sur l'idéologie, si vous voulez, travailler sur la vision nazie du monde, c'est donner des clés de compréhension des actes à venir. Et par exemple, je vais prendre un exemple très simple, c'est faire comprendre aux élèves que la Shoah, une fois qu'on a travaillé sur l'idéologie, eh bien c'est un geste défensif. C'est un geste défensif dans l'idée des nazis, parce que leur vision est une vision de type eschatologique, c'est-à-dire de fin du monde, on peut résumer cela à eux ou nous, si vous voulez. Les nazis sont convaincus d'être assiégés, d'être dans un danger de disparition du fait des Juifs, et donc la Shoah n'est qu'un geste défensif qui leur permet de se libérer de cette menace que feraient peser les Juifs sur l'existence même de l'Allemagne. Travailler comme cela, c'est montrer quels sont les ressorts intellectuels, culturels, idéologiques qui animent les assassins. Et tout l'intérêt, je pense, de travailler comme cela, c'est de montrer que les assassins de masse ou les potentiels assassins de masse fonctionnent toujours sur ces schémas défensifs. J'ai en tête le propos que tient Saïd Kouachi à Sigolène Vincent, qui est journaliste à Charlie et qui est dans la salle de rédaction au moment où les deux frères entrent et assassinent un à un les personnes qui sont présentes. Il tombe sur Sigolène Vincent, il la regarde et il lui dit, c'est elle qui parle, qui raconte cela dans un entretien au Monde, et il lui dit ceci, il lui dit « ce que tu fais est mal ». Il lui dit à elle, il vient d'abattre 11 personnes et il lui dit « ce que tu fais est mal ». C'est extrêmement intéressant, parce que si elle, ce qu'elle fait est mal, ce que lui fait, c'est le bien. Il est donc convaincu d'être dans le bien, d'être dans le juste et d'être dans le vrai. Exactement comme l'étaient les nazis quand ils assassinaient les Juifs au bord des fosses en Ukraine. Exactement comme l'étaient les catholiques radicaux qui assassinaient les protestants
lors de la Saint-Barthélemy, ou comme l'étaient les miliciens Interamwe au Rwanda qui assassinaient les enfants Tutsis. C'est exactement les mêmes processus et les mêmes manières d'envisager le monde. Et c'est en cela que travailler sur l'idéologie des bourreaux, l'idéologie de ce que les Anglais appellent les perpetrators, les assassins, ceux qui perpètrent le crime, a un intérêt qui dépasse largement l'événement Shoah. Alors, merci beaucoup Yanis Roder. Alors, messieurs, l'assassinat de Samuel Paty, qui a été décapité parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet, a suscité un énorme choc. On a eu un hommage national. Vous, Yanis Roder, je vous ai vu très énervé sur certains plateaux suite à ces assassinats. Ça voulait dire qu'on s'attaquait bien évidemment au symbole de la laïcité, de l'école républicaine. Et pourtant, je serais tentée de vous dire, et cette question est posée à vous trois, le problème, il ne se passe pas depuis maintenant. Ça fait des années et des années. On ne va pas revenir encore, on ne va pas encore reparler de ce fameux bouquin sur les territoires perdus de la République, du rapport Aubin 2004 qui avait été mis on va dire, qui avait été enterré tout simplement. Donc, on ne se réveille pas un beau jour de 2020 et en arriver à cette situation. Pascal Bruckner, votre sentiment? Je pense que là, on a affaire à un phénomène qui est un phénomène psychologique et peut-être même de la psychologie des foules. C'est que la vérité n'arrive à la conscience des masses que très doucement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelques personnes, quelques individus qui ont l'intuition qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et pour moi, la nouveauté, ça a été le 11 septembre 2001, où je pense que là, le 21e siècle a basculé dans quelque chose d'absolument inédit qui nous a sortis complètement de la guerre froide. Mais j'ai le sentiment que la menace terroriste ou la menace islamiste n'a été perçue par l'immense majorité du pays qu'au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Alors, beaucoup de gens étaient déjà conscients ou avaient peur, mais j'ai l'impression aussi que cette menace est arrivée d'abord à la conscience du président Macron. Parce qu'au fond, on sait très bien qu'au début de son quinquennat, Macron était un libéral, c'était un banquier qui voulait faire de la France une start-up nation. Il ne croyait que dans les déterminations économiques et il disait que si les quartiers étaient tentés par le fanatisme religieux, c'est parce qu'ils étaient pauvres et que donc il fallait offrir du travail. Et à ce moment-là, les jeunes gens se détourneraient des mauvais prophètes et iraient vers une sorte de rationalité nationale. Et puis, tous les événements qui ont lieu depuis quelques années l'ont en quelque sorte poussé à comprendre qu'il y avait probablement un phénomène qui n'était pas d'ordre économique ou financier, mais d'ordre culturel, et qu'il y avait là quelque chose contre laquelle la nation venait buter. Et c'est d'abord son discours sur le séparatisme islamique et puis ses déclarations très fermes après la mort de Samuel Paty et qui lui ont valu immédiatement la colère du nouveau grand mamamouchi d'Ankara, le président Erdogan, qui donc mène la croisade contre la France en mélangeant à la fois l'islamisme et le nationalisme pan-turc. Et donc c'est ça, la vérité arrive toujours trop tard. Hein. C'est la fameuse phrase de Hegel, la chouette de Minerve ne se lève qu'au crépuscule. Nous ne comprenons les choses que quand elles ont déjà causé tant de dégâts dans la société qu'il est difficile de les réparer. Et donc la nouvelle résolution du gouvernement est une prise de conscience bienvenue à mon avis, peut-être un peu tardive. Certains disent que c'est trop tard, mais en tout cas, Samuel Paty, ça a été le meurtre de trop, dont l'atrocité, la décapitation, ça a été un peu Daesh à la maison. Hein. On a fait en France ce que Daesh faisait en Irak et en Syrie, dont l'avènement a tout d'un coup dessillé les yeux des plus réticents. Et le plus réticent, en l'occurrence, ça a été quand même l'actuel gouvernement, mais qui a fait sa mue. Et j'espère que Macron continuera dans cette lancée. Khaled Bencher. Je constate que là, nous débattons et donc nous parlons. Et contrairement à ce qu'a dit un ancien Premier ministre, essayer de comprendre n'est pas excuser.
Essayer de comprendre, ce n'est jamais admettre. Expliquer, ce n'est pas justifier, et analyser, ce n'est absolument pas excuser. Il y a ce qu'on appelle une condensation multidimensionnelle ou une approche plurifactorielle de ce que nous vivons maintenant et ce que nous subissons. À propos de l'islamisme radical, du djihadisme, du salafisme, du wahhabisme, tous ces ismes qui nous étouffent et qui nous tuent, du terrorisme, etc. Chacun de ces mots que j'ai utilisés mérite à lui seul d'être expliqué parce qu'il y a aussi un tel labyrinthe sémantique et des dédales au niveau du vocabulaire où nous avons envie au moins de comprendre ce dont nous utilisons comme mots. Et il se trouve qu'il y a au moins une dizaine de niveaux d'approche qui se stratifient, qui se sédimentent d'explications. Chacun de ces niveaux a sa pertinence propre. Aucun n'épuise à lui seul la problématique épineuse que nous connaissons. D'abord, il y a une approche sociologisante. Bien sûr, il ne faut pas expliquer les choses uniquement par une approche sociale. Si la misère devait justifier l'assassinat abject et la barbarie, le monde ne serait pas celui que nous vivons maintenant. Il y a une approche politique, bien entendu. Nous venons juste d'avoir une explication quant au premier magistrat de notre pays. Il y a une approche économique, il y a une troisième géostratégique dans les rapports internationaux, il y a une approche psychanalytique. Nous avons entendu même une explication au niveau de la psychologie des foules, ou ce que d'aucuns appellent la névrose de la horde. Il y a aussi des considérations de type identitaire, des fêlures morales, des failles intérieures, etc. Il y a encore une millénariste, il y a encore une autre de type nihiliste, il y a encore une approche apocalyptique, il en reste encore deux autres, l'approche théologique et l'approche culturelle. Si je devais ce soir, et par souci de concision, en prendre deux, il y a effectivement l'approche sociologisante et il y a l'approche théologique. L'approche sociologisante, je ne m'y appesantis pas ce soir puisque nous n'avons pas le temps, il reste une approche théologique. Et à ce sujet, je fais partie de ceux qui disent qu'effectivement, il y a une crise de la pensée théologique au sein des mondes au pluriel ou des contextes islamiques. Après avoir connu un apogée civilisationnel, il y a eu une régression, voire dans certains cas une régression dans la régression. Et comme il se trouve que toute la séquence moment Descartes, moment Freud a été ratée, et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer et de la dépasser, nous sommes quand même au XXIe siècle, eh bien on en est resté à ressasser une approche éculée et qui ne s'adapte pas à maintenant. Et là, les chantiers sont titanesques, bien entendu, et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec Daesh à la maison, de la part, ça ne minimise en rien par rapport à l'acte de ce que je vais dire, mais un jeune homme d'origine tchétchène ou un immigrant tunisien et autres n'ont jamais lu de leur vie un traité de théologie ou une exégèse du Coran ou agi en connaissance de cause, si ce n'est qu'un comportement qui les a poussés à être barbares, alors que ce sont des êtres ignares, incultes et mus par un comportement anti-humaniste. Et alors, immédiate qui est celle des forces de l'ordre et de sécurité, des renseignements généraux, et il y a par la suite les prises en charge éducatives, culturelles, politiques, sociales et surtout dans le cadre de la République. Justement, Khaled Bencher, après je viendrai à vous, Yanis Roder. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ces personnes qui tuent, qui décapitent, leurs bras armés, derrière, il y a un théologien, il y a des théologies derrière qui sont bien véhiculées sur les réseaux sociaux et partout. Alors, comment contrecarrer ça? Comment vous, peut-être, dans votre institut, votre fondation, vous travaillez parce qu'au niveau, pour essayer un petit peu de remettre un peu de théologie normale? Parce que finalement, c'est ça qui est dangereux. C'est tous ces théologiens qui sont derrière
et qui sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. Alors, chère Karine Benarros, il y a deux choses. Qu'il y ait des idéologues, des prédicateurs, des sermonnaires, des doctrinaires, des aventuriers, des assassins, qui d'ailleurs n'envoient pas leurs propres enfants accomplir ce qu'ils considèrent être des opérations martyrs, c'est une réalité. Qu'il y ait une offensive wahhabo-salafiste, obscurantiste, c'est tout aussi une réalité. Maintenant, la riposte, elle est aussi au niveau de la pensée, et c'est ce que nous entreprenons non seulement au sein de la Fondation de l'Islam de France, qui se veut d'abord une fondation laïque, mais lorsque je dis qu'il faut laisser place à l'islamologie savante, qu'il faut laisser place aux fameux AUX, donc au pluriel, chantiers titanesques que sont, et je ne citerai que 4 ce soir, le chantier de la liberté, et notamment de la liberté de conscience, du pluralisme, de la laïcité, pour le premier chantier. Le deuxième qui est celui de l'égalité foncière, ontologique et juridique entre les êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà les orientations métaphysiques, voire sexuelles. Le troisième chantier, tout aussi fondamental et titanesque, qui est celui de la désacralisation de la violence. Comment voulez-vous qu'au XXIe siècle, on puisse croire qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance? On en est encore dans des discours où l'on pense qu'il y a des phalanges angéliques qui viennent telles des puissances célestes à aider les armées terrestres et qu'on est en train de faire miroiter à toute une jeunesse que si leur vie ici-bas est ratée et qu'ils vivent dans l'oppression et l'humiliation, eh bien il y a un au-delà annoncé comme meilleur et durable et qu'il faut le mériter en agissant de la manière avec laquelle ils agissent et qu'on essaie de leur garantir par le divin ce type de discours. Et c'est pour ça que nous avons notre responsabilité d'avoir ce contre-discours. Et le quatrième chantier, puisque ce soir je ne m'arrête qu'à 4, c'est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. C'est important d'émanciper ou de séparer ces deux champs parce que certains sont encore dans ce que j'appelle la pathologie concordiste. Si ça concorde avec ce qu'il y a dans le Coran, c'est merveilleux et on l'étudie. Si ça ne concorde pas avec ce qu'il y a dans le Coran, on le met de côté. Or, ceci est asphyxiant et mortel et ce n'est même pas conforme à la théologie classique de l'ère civilisationnelle quand elle a connu son propre apogée. Je parle de la civilisation impériale islamique. Et comme corollaire de tout cela, d'abord l'émancipation du sujet humain musulman pour qu'il ne subisse pas la pression communautaire et qu'il s'affranchisse de l'obsession de la norme canonique telle une névrose. C'est ce que nous connaissons et notamment dans les quartiers dits difficiles ou qu'il faudrait reconquérir, puisque maintenant on parle de reconquête républicaine de ces quartiers dits perdus de la République. Et la véritable approche que nous menons au sein de la Fondation et ailleurs, et qui est connexe à tout cela, c'est l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, la musique, la poésie, l'opéra. Et c'est ce que nous faisons, c'est comme ça qu'on va polir les cœurs et c'est comme ça qu'on va assainir les âmes de cette animosité infâme. Merci beaucoup, M. Bencher. Yanis Roder, quel a été votre sentiment quand vous avez appris la décapitation de Samuel Paty? Vous êtes vous-même professeur. Mon sentiment a été double. Mon premier sentiment, ça a été l'effroi, je crois, l'effroi qui m'a saisi. Je suis resté, j'étais chez moi, hein, c'était le soir des vacances scolaires. Et je suis resté quelques minutes assis et je n'arrivais pas à vraiment penser la chose, à penser l'événement. C'était vraiment, j'ai été saisi par la nouvelle. Et puis, très vite est venue la colère, en réalité. La colère parce que je me souviens avoir écrit une lettre au journal Le Monde, datée du 8 avril 2002. Cette lettre,
elle avait pour titre, et j'étais même surpris que Le Monde la publie, elle avait pour titre « Antisémitisme à l'école », 8 avril 2002. C'était avant la sortie du livre que vous avez rappelé, auquel j'ai participé, Les territoires perdus de la République. C'était 6 mois avant la sortie du livre. Et donc, j'ai été très en colère, je le suis toujours, parce que les signaux d'alerte que nous avions lancés à droite, à gauche, et notamment avec ce livre des territoires perdus de la République, n'avaient pas été pris pour ce qu'ils étaient. Ils avaient été pris par des commentateurs, par la grande presse, notamment un grand journal qui paraît l'après-midi, comme des actes militants, ce qu'ils n'étaient pas. Ils étaient simplement le reflet de quelque chose qui montait. Et moi, j'aimerais avoir ce que j'ai cru comprendre comme étant de l'optimisme chez Pascal Bruckner, en disant, vous dites, cher Pascal, que la mort de Samuel Paty a ouvert les yeux de beaucoup. C'est vrai, et pour ce qui est du président de la République, je vous rejoins complètement. Mais l'expérience, ma petite expérience, après les assassinats perpétrés par Mohamed Merah, après Charlie et l'hypercacher et la mort des policiers, me font penser qu'il y a quand même des chances, malheureusement, que nous retombions dans cette espèce alors Khaled Benchel en parlait, d'analyse qui finalement vise à nous rendre nous-mêmes responsables des actes commis par les assassins. J'en veux pour illustration ce que je peux entendre malheureusement du côté de certains enseignants qui vous disent aujourd'hui, oui, les valeurs de la République, c'est bien, mais nos élèves ne les vivent pas, ces valeurs quand même. Et il faut bien comprendre que tout cela pousse à la radicalisation, que comme si, Khaled Benchel le rappelait tout à l'heure, comme si la pauvreté, d'une manière générale, poussait au passage à l'acte le plus sordide. Heureusement que non, parce que ce n'est pas un attentat tous les 15 jours, c'est le rythme actuel que nous aurions, mais des centaines par jour. Donc, moi, j'ai toujours peur, en fait, aujourd'hui, que nous retombions dans l'idée que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et comme nous sommes responsables, finalement, c'est quelque part, ce serait bien fait pour nous, puisque nous le chercherions en discriminant, en rejetant, en ghettoisant et en ne voulant pas régler la question coloniale, puisque ce sont des choses que j'entends à droite à gauche. Donc, oui, je pense que malheureusement, et vous avez raison, Pascal Bruckner, à chaque catastrophe, à chaque attentat, des consciences s'allument. Mais j'ai toujours l'impression que nous sommes tirés en arrière par certains, et notamment certains qui ont largement voix au chapitre. Alors, on a une question de monsieur Mohamed Darmani. Je vous la livre et après, répondez en premier qui vous voulez. Donc, je vous livre la question. Où s'arrête la critique d'une religion et où commence la persécution d'un croyant? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Bien répondre. Oui, Pascal Bruckner. Je pense que la persécution d'un croyant, c'est par exemple rentrer dans une église et égorger des fidèles. Ça me paraît assez évident. Ou égorger un prêtre, comme ça a eu lieu, le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. La persécution des croyants vient quand on met des obstacles à la construction d'un lieu de culte, par exemple, ou quand on refuse des associations cultuelles, si effectivement elles sont mues uniquement par des motifs de croyance. Mais beaucoup de gens ont le sentiment que dès qu'on attaque une religion ou un personnage central dans une religion, on remet en cause l'ensemble de la vie des croyants. À ce moment-là, quand Charlie Hebdo se moque du pape, de Jésus, des évêques, tous les catholiques devraient se sentir offensés. Je pense qu'une foi qui atteint la maturité doit pouvoir faire la différence entre la moquerie ou la satire qui se porte sur des personnages officiels ou même sur Dieu
et la conviction intime que l'on porte dans son cœur de l'existence de Dieu ou des grands textes qui structurent une confession. Et c'est aussi une preuve de maturité que d'accepter cette division. Tous les croyants aujourd'hui vivent dans une certaine schizophrénie, puisque nous vivons dans des sociétés qui sont multiculturelles, entre guillemets, et multiraciales, et donc nous devons accepter comme un fait établi la coexistence de foi incompatibles les unes avec les autres. Et vous savez, pour moi, le meilleur exemple de cela, ce sont les chapelles dans les aéroports, où vous avez un espace pour les musulmans, un espace pour les chrétiens, un espace pour les bouddhistes, un espace pour les juifs, ce qui veut dire au fond que chaque religion est réduite à une portion congrue. Et toutes ces religions qui prétendaient incarner la vérité doivent coexister les unes à côté des autres et accepter qu'au fond, elles ne détiennent peut-être qu'une part de la vérité. Donc, c'est ça l'expérience démocratique aussi que doivent faire aujourd'hui les grandes confessions. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Peut-être M. Bencher? Non, par souci de concision, je peux peut-être ajouter deux choses. Lorsqu'il y a, d'abord, la critique doit être sans limite pour toute doctrine, pour toute pensée, pour toute religion, et ça au nom même de la religion, y compris pour la religion islamique, et les controverses de la maison de la sagesse de Bagdad débattaient de cela déjà au milieu du IXe siècle. Je ne vois pas pourquoi, lorsque je parle de régression tragique, aujourd'hui, on deviendrait frileux. Bien sûr. En revanche, la persécution contre les croyants, c'est un peu ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, avec ce qui se passe avec les Rohingyas, parce qu'ils sont persécutés intrinsèquement, d'abord comme individus, à cause de leur appartenance confessionnelle, et ceci est inacceptable. Dernier point là-dessus, j'ai pour habitude de dire que la patineuse artistique qui ose le triple axel, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale. Si elle avait mal au dos, un quelconque lumbago, elle n'irait même pas patiner. Donc, si quand on est sûr de soi-même, quand on connaît ses propres références scripturaires, quand on a une approche sereine de sa foi ou de son patrimoine, l'on n'est pas gêné par quelque manière d'être brocardé que ce soit, et surtout, et a fortiori, quand il y a un télescopage de ce qu'on considère comme deux sacrés, et en l'absence d'un arbitre qui vienne mettre un peu le holà dans cette affaire, eh bien, celui qui se prévaut d'une spiritualité, d'une éthique, d'une vision du monde qui ne va pas oxyre autrui à cause de son propre sacré, ben, d'en faire la meilleure preuve qu'il a cette maturité à la fois psychologique et spirituelle pour pouvoir vivre avec son semblable, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Alors, dernière question, parce que je sais que tout le monde a des agendas chargés. Elle est de Yoni Haddad, qui fait partie d'ailleurs qui est membre du comité directeur du CRIF. C'est sur la laïcité à la française. On dit que c'est un concept mêlant respect des religions, liberté de conscience, neutralité de l'espace public. Ne faut-il pas l'enseigner plus fortement à l'école? Et comment expliquer cette complexité aux plus jeunes? Yanis Roder. Si j'avais la réponse toute faite comme ça, je pense que je serais ministre, au regard plutôt de l'actualité. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que la laïcité, ça s'explique, expliquer ce qu'est la laïcité. Je ne suis pas sûr que ça s'enseigne. En revanche, les enseignements doivent nous permettre d'expliquer en quoi la manière dont nous enseignons est une manière laïque d'enseigner. C'est-à-dire que l'école laïque, c'est l'école où les enseignements que nous prodiguons sont des enseignements qui s'appuient sur la raison, qui s'appuient sur la science, et tout ce que nous enseignons est scientifiquement vérifiable et donc a priori acceptable par tous, quelles que soient les disciplines que nous enseignons. Donc, il ne s'agit pas, à mon sens, d'enseigner la laïcité, mais de montrer par les enseignements que nous avons, de rappeler par les enseignements que l'école est laïque et que cette école, justement, elle permet aux élèves
de se dégager de toute détermination, de tous les déterminismes qui sont les leurs, et qu'ils soient sociaux, bien sûr, économiques et sociaux, qu'ils soient culturels, qu'ils soient, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a marqué que ma connexion est instable. Qu'ils soient, oui, mais là on vous entend. Voilà, les déterminismes, voilà, les déterminismes sociaux, les déterminismes culturels, les déterminismes religieux. L'école, elle permet de se dégager. En tout cas, elle offre la possibilité à chaque enfant de France devenu élève à l'école de se dégager de ces déterminismes et de se construire lui-même et de construire son libre arbitre et son autonomie. Il en fait ce qu'il veut, évidemment. Mais c'est cela, la laïcité. Et c'est donc en œuvrant au quotidien dans les enseignements rationnels, scientifiques, que nous faisons vivre la laïcité. Et je ne crois pas, moi, qu'il faille marteler ce principe de la laïcité en permanence auprès des élèves. Il faut expliquer de quoi il retourne, bien sûr, mais je crois surtout que c'est par les enseignements que nous prodiguons que nous faisons vivre cette laïcité. Eh bien, messieurs, je vous remercie infiniment. Voilà, j'ai respecté l'horaire. Alors, avant de se quitter, parce que je vais me faire taper sur les doigts, j'ai un petit message pour vous par le président du CRIF Marseille-Provence, Bruno Benjamin, qui malheureusement devait être là ce soir et a eu un rendez-vous à la dernière minute avec les autorités. Donc, il n'a absolument pas pu pouvoir être présent. Il espérait pouvoir prendre en cours, mais ça n'a pas été possible. En tout cas, je vous remercie infiniment à vous trois d'avoir conversé avec moi, avec les auditeurs aussi qui étaient en ligne sur le live Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci.